donc on va juste le faire. Bonjour à tous, on démarre maintenant pour ceux qui sont en audio. Let's go, je vous remets pas le générique, c'est juste qu'on a eu des petits problèmes de son depuis le début, donc je couperai le mug pour qu'il démarre ici et pour vous éviter, on n'a pas encore attaqué les news tech et on attaque tout de suite. On va parler d'Apple. Apple qui propose bien, qui risque de vraiment proposer l'iPhone 13 et un iPhone 13 révolutionnaire. Bon, c'est encore des rumeurs. Mon casque ne fonctionne pas. Mon casque, Pierre, il est là juste pour s'il y a un son qui est lancé par exemple par un site web, que je puisse entendre, parce que vous avez le son de mon ordinateur aussi dans le mug. Donc, si, tu sais, des fois, il y a des, enfin, vous le savez, il y a des sites de news qui vont lancer une vidéo automatiquement avec du son. Voilà, il faut que je monitore au cas où pour vous éviter ça. L'ultrason est encore là. Non, Fanatic, ça vient vraiment de toi. Ok, donc la firme de Cupertino pense à arrêter la production de son iPad mini. Donc oui, on arriverait potentiellement vers la fin de l'iPad mini parce que l'iPad mini pourrait être remplacé effectivement par des iPhones pliables, enfin un iPhone pliable, pardon, potentiellement l'iPhone 13. iPhone 13 qui pourrait sortir selon les rumeurs encore une fois en 2022, hein, donc pas du tout cette année. Là cette année les rumeurs disent, voilà encore une fois sur l'article que je lis, qu'on aurait peut-être un iPhone 12S cette année. Est-ce qu'on aura du sans port aussi, du portless comme on dit en anglais, je ne sais pas, hein, ce ne sont effectivement que des rumeurs. Moi je sais pas, je vois pas encore. Si c'est un 12S, je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais pas, mais si c'est un iPhone 12S, je pense qu'on aura encore un an de Lightning. Vous savez quoi, on va faire un petit sondage. Quelles sont vos estimations dans la chatroom sur ces iPhones? Alors attendez, on va... Hop, je vais éviter de me lancer en même temps. Nouveau sondage. En gros, si on a un iPhone 12S, si iPhone 12S, est-ce que on aura encore du Lightning, point d'interrogation, en 2021 bien sûr. Hop, tac. Putain, il n'y a pas la place, ok. Si iPhone 12S, est-ce qu'on aura encore du Lightning? Oui, non. Ne se prononce pas, parce que bon, voilà. Je vous laisse la possibilité de ne pas... Voilà, le sondage est démarré, let's go, let's go, let's go. Oui, pour les questions, c'est à la fin de l'émission, c'est dans la partie Corn Fac. Voilà, donc je vous laisse répondre à ça. Cet iPhone donc 13, mais qui s'appellera sûrement pas iPhone 13 parce que le 13 est connoté. Mais ce futur iPhone va être effectivement un iPhone, pourrait être un iPhone pliable d'un écran de 7,5 pouces, en sachant que... Putain, ça resiffle. Attends, j'attends le commentaire de Samuel. Ah non, là ça va mieux. Dites-moi, hein, vous préféreriez USB-C? Non mais je comprends que vous préféreriez USB-C. Vous pensez qu'on aura du Lightning? Moi je suis assez d'accord avec vous, hein. Je pense qu'on aura encore une fois du Lightning. Samuel m'a pas dit que ça sifflait, donc écoutez. Après c'est léger, il y a des gens qui l'entendent pas. Bon, on va avancer. Ça c'était la petite news rumeur iPhone, parce que c'est une news qui fait plaisir. Ok, on va avancer. Si vous êtes si léger... Putain, c'est chiant. Je ne sais pas d'où ça vient, les gens. Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. Tant pis, tant pis, tant pis. Vous me dites si ça dure pendant trop longtemps. On va parler de la PlayStation 5... Ok, on va parler de la PlayStation 5. Si vous êtes possesseur, enfin détenteur, heureux détenteur ou heureuse détentrice d'une PlayStation 5, eh bien la manette, la DualSense, la manette de la PlayStation 5 pourrait potentiellement avoir un point faible et pourrait drifter. On a eu ce problème absolument ultra pénible pour pas être vulgaire sur les Joy-Con de la Switch. Pour tous les détenteurs de Nintendo Switch, et j'en fais partie, le drift des Joy-Con est un problème extrêmement connu. Nintendo, je le dis très clairement, a fait de la merde avec ses Joy-Con parce que les Joy-Con driftent comme Jaja, hein, et il suffit d'utiliser les Joy-Con, donc les manettes de la Switch, les petites manettes là, pendant
Pendant quoi? Pendant quelques mois, pour peu qu'on y joue, par exemple 1 heure par jour, pour que ces manettes commencent à avoir un problème. Ce qu'on appelle le drift, en fait, c'est le fait d'avoir la manette, donc la console allumée, on est dans un jeu, et en fait, le personnage va bouger tout seul, alors qu'il ne devrait pas, parce que la manette détecte un mouvement, notamment sur le joystick gauche de déplacement, sauf que vous touchez à rien, parce que donc c'est ça qui s'appelle le drift, c'est la dérive, en gros, traduit en français. C'est un problème qui est voilà, extrêmement répandu sur la Switch. Eh bien, les manettes DualSense de la PlayStation 5 auraient ce même problème, hein, potentiellement, et c'est quand même super relou. Le problème pourrait se résumer à un composant, donc iFixit a démonté la manette, ça pourrait se résumer à un composant directement soudé sur la carte de la manette, le potentiomètre. C'est cet élément central qui permet la détection des mouvements des joysticks qui serait en cause. Il a en tout cas la réputation de ne pas toujours être très endurant. En gros, iFixit est un peu plus violent en disant que le composant qui est présent dans les manettes de la PlayStation 5 ne choquerait pas dans un produit des années 90. Donc en gros, voilà, la qualité du truc, c'est digne des produits des années 90. On se rappelle de la Nintendo 64. Nintendo 64 qui avait un problème aussi de drift comme ça, enfin le joystick principal de la manette assez chelou, hein, il faut bien se l'avouer. Celle de la Nintendo 64, mais effectivement qui avait ces problèmes aussi de fiabilité si vous jouiez énormément à des jeux, quoi. Enfin, et même pas forcément énormément, mais bon, c'est une console que vous avez sûrement gardée des années, et au bout d'un moment, ouais, la manette fatigue. Mais c'est vrai qu'il y a des manettes qui sont bien plus endurantes. On pense notamment à la manette de Xbox, la manette moderne de Xbox, qui est un contrôleur absolument génial pour le coup. Et effectivement, lui, il est bien construit avec des composants bien solides dedans. Toutes les manettes ont le même potentiomètre, apparemment. A priori... A priori... a priori, je ne pense pas. Ou alors, c'est des choses autour... Je sais pas, non, c'est pas précisé. Alors, c'est produit par la même marque, ça c'est ce qui est expliqué dans l'article. Mais ils disent que, voilà, apparemment que ça serait vraiment un problème lié à la PlayStation 5. C'est pas précisé si c'est le même potentiomètre. J'imagine que non. Le souci sur la manette apparaît au bout de 400 heures de jeu. C'est quand même pas beaucoup, 400 heures de jeu, hein. Sur une console qu'on essaye de garder quand même des années, avoir une manette qui tombe en rade au bout de 400 heures, c'est pas génial, hein. Franchement, la qualité, alors que c'est quand même la principale révolution de la PlayStation 5, pour le moment tout va bien de mon côté, c'est vraiment le top cette manette. Bah écoute, Dwayne, je te souhaite déjà de t'éclater avec ta PlayStation, mais ouais, je te souhaite que ça drifte pas, quoi. Que ça drifte pas trop. Salut Macalga, bienvenue à toi. Pour la Switch, le problème vient directement du joystick. Oui, je pense que là, c'est pas le potentiomètre. La Switch, c'est vraiment, vraiment de la merde, hein. Léo dessus, tu dis, perso, la Switch de mon fils a eu ses problèmes de drift. On a changé les Joy-Con et un mois après, le fameux écran bleu. Putain, toi, t'as pas eu de chance, hein. Clairement. Moi, personnellement, je ne joue pas aux jeux vidéo. Mais écoute, Camille, tu as parfaitement le droit, hein. Chacun ses kiffs, hein. Pas de problème. Merci la garantie. Ouais, non mais Nintendo a étendu la garantie parce qu'ils ont vraiment merdouillé, quoi, hein. Clairement, sur ça, ils ont merdé. Je regarde s'il y a d'autres commentaires qui peuvent être intéressants. Déjà sorti, déjà obsolète la manette. Bah non, après bon, c'est peut-être un défaut sur certaines manettes et pas toutes, mais oui, effectivement là, hein, c'est en 417 heures de jeu précisément avant que le drift n'apparaisse, hein. C'est iFixit qui s'est amusé à calculer l'espérance de vie approximative. Et effectivement, encore une fois, c'est 417 heures de jeu, c'est pas énorme, quoi, hein. Enfin, c'est beaucoup d'heures de jeu, mais je veux dire, sur une console que vous allez garder des années, c'est pas énorme. Est-ce réel comme problème? Ça a l'air au grand maître, hein. iFixit, c'est quand même plutôt sérieux. Même si iFixit est une société à but lucratif qui vend ses kits de réparation, donc il ne faut pas non plus prendre tout pour argent comptant, mais globalement, iFixit s'est fait une bonne réputation d'être une entreprise assez sérieuse. Donc on peut globalement leur faire confiance, hein, iFixit. Ça siffle plus fort. Ah, ça me fatigue ce problème. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est fatigant. Qu'est-ce qui pourrait causer du sifflement? Attendez. Ouais, non mais vous êtes beaucoup à le dire. Donc attendez,
Ouais, non, non, mais c'est embêtant quand même. C'est embêtant, c'est embêtant. Alors attendez, parce que j'ai une lumière ici qui sert à rien, donc ça peut toujours faire des interférences. Qu'est-ce qui pourrait... Je vais éteindre le Mac sur le côté. On sait jamais. Je suis là, hein. 2 secondes, j'arrive. Éteindre, éteindre, éteindre. On va éteindre des trucs, hein, parce que ça peut être ça qui fait le sifflement. Je vais éteindre ça aussi. Hein. Attendez, hein. Tac. Hop. Voilà. Ça serait quand même pas ce délicieux miel reflet de France qui ferait siffler le mug. Non, je sais pas. Je sais pas du tout ce qui fait siffler. Ça serait pas cette poire à soufflement pour objectif quand même. Non, je sais pas du tout. Écoutez, je suis un peu démuni quand même, hein, je vais pas vous mentir. Je vais bouger le clavier aussi un peu, moins près du micro. Ça va carrément mieux, c'est ok. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ok, ça reste écoutable. Non, non, c'est pénible un sifflement. Moi, je peux pas écouter une émission s'il y a un sifflement. Sponsomiel de ouf. Bah écoutez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éteint les appareils qui étaient à côté de moi. C'est les antennes 5G. L'Apple Watch. Non, je pense pas que ça soit l'Apple Watch. Parce que j'ai fait plein de mugs avec l'Apple Watch au poignet. T'es revenu. Ah oui, à ce point-là. Acouphènes. Non, non, c'est pas des acouphènes. Mais attendez, mais est-ce que ça serait pas ce mug, le mug qui boit un mug, qui ferait ses antennes? Bah non, ça serait pas vendeur. Mais en tout cas, si vous voulez acheter ça, j'en profite, un petit interlude. Bon, écoutez, voilà, j'ai fait ce que j'ai... Ça revient, vous êtes sérieux? Compteur Linky, putain, vous êtes con. Enlève ton bracelet électronique. Mais non, mais ça peut pas être ça. Je vais la mettre en mode avion si vous voulez, mais je suis convaincu que ce n'est pas ça. Je pense que... Alors, c'est peut-être un problème dans l'USB... Pour l'instant, plus de sifflement. Bon, bah, let's go, on continue. On continue, on va parler de Firefox 86, mesdames et messieurs. Guillaume est un cyborg. Je suis démasqué. J'ai acheté les t-shirts. Ben, merci à toi, Macalga. Merci, merci. Merci, merci. Tout va bien, Maryse est là, exactement. Et Maryse est tellement là que Maryse va vous dire bonjour. Bonjour Maryse. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Bonjour à tous, voilà. On va parler de Firefox 86. Firefox 86 qui est disponible, hein, qui est sorti, c'est la nouvelle version de Firefox. Et je trouve que je voulais vous en parler parce que je vous parle assez régulièrement des mises à jour de certains logiciels que j'apprécie, notamment Firefox, parce que bah, c'est aussi un moyen un petit peu de militer aussi, hein, de mettre en avant des logiciels open source et ce genre enfin, c'est une démarche que je fais. Et alors, il y a 2 grosses mises à jour sur Firefox 86. La première que je trouve anecdotique, mais ça peut intéresser certaines personnes, c'est le mode Picture in Picture, mais pas le mode simple qui existe déjà depuis un paquet de temps, mais le mode multiple Picture in Picture. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs vidéos en même temps. Ce que je trouve, pour mon utilisation personnelle, absolument inutile, parce que déjà que avoir une vidéo pendant que je fais autre chose, j'ai du mal à me concentrer sur 2 trucs. Mais le mode Picture in Picture est pas complètement inutile, parce que ça m'est arrivé des fois d'écouter une vidéo, mettre pause et de taffer sur un truc. Mais bon, en général, j'ai les 2 écrans pour ça, donc bon, voilà, c'est vraiment pas du tout, comment dire, nécessaire pour moi. Mais la deuxième mise à jour sur Firefox 86, que je trouve très très intéressante, c'est la protection et l'encapsulation des cookies, donc qu'ils ont rajouté. Et normalement, en plus, c'est activé par défaut, vu que sur Firefox, vous êtes par défaut en mode strict. Je vais vous montrer Vivaldi, évidemment, il faut juste que je le réactive, parce qu'à chaque fois, la source... Je ne sais pas s'il y a un moyen, d'ailleurs, ça, comment dire, sur OBS, d'avoir Vivaldi qui se met correctement à chaque fois. Et à chaque fois, je suis... Ah, c'est marrant, le contrôle molette fait revenir en arrière. Ouais, c'est rigolo. Ok. Donc, je vous montre un petit peu ça. Avant Firefox 86, vous aviez tous les cookies qui étaient stockés au même endroit. Donc, ça veut dire que, par exemple, Facebook, Google, etc. pouvaient vous traquer avec ces cookies. C'est pas leur seul moyen de tracking, mais ça faisait partie des moyens. Votre site typiquement, je sais pas, un site de vêtements, Amazon aussi, qui pouvait vous traquer à travers différents sites.
Eh bien, ce qu'a fait Firefox, je trouve ça super chouette, c'est qu'ils ont dit, bah non, chaque cookie est dans sa jarre à cookies. Je trouve qu'en plus, le dessin est très cool. J'aime beaucoup, vous voyez, Firefox, autant je trouve que la Mozilla Foundation fait de la merde sur certains trucs. Ça explique aussi en partie le fait que Firefox soit en perte de vitesse. Mais je trouve que des fois, ils vulgarisent des choses, c'est super efficace, c'est super clair. Donc là, même les personnes qui s'y connaissent pas trop captent que les trucs sont mis à chaque fois dans leur jarre. Donc en gros, votre navigation, elle n'est pas complètement privée, mais elle est beaucoup moins traquée. Voilà, j'aime beaucoup le dessin, je trouve qu'il marche bien, je trouve que ça explique bien. Et ça, c'est sur Firefox, effectivement, Firefox 86, que je vous invite à utiliser. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est pas forcément de tout migrer sur Firefox, ça c'est un peu une idée, c'est quelque chose que je vois beaucoup, les gens ils se disent mais il faut que je change complètement de navigateur. Non, ce que vous pouvez faire, c'est, et c'est ce que je fais moi, c'est avoir plusieurs navigateurs installés et en gros, vous avez un navigateur pour certains types d'usages, notamment moi j'ai des navigateurs basés sur Chromium pour consulter du YouTube et des choses de Google, etc. Et j'ai mon navigateur sur Firefox pour ma navigation un peu plus privée. C'est un peu ma démarche, hein, j'en parle dans une prochaine vidéo qui va sortir là, mais ma démarche est de dire que je compartimente les choses. C'est-à-dire que certaines parties de ma vie privée, je vais les utiliser à un certain endroit, et certains autres pas partie de ma vie privée, mais on va dire plutôt ma vie professionnelle, ou YouTube par exemple, je vais les utiliser à un autre endroit. Donc ça me permet de compartimenter, ça me permet d'avoir une utilisation plus claire pour moi. Mais chacun après fait comme il veut, mais je trouve que tout mettre dans le même panier, voilà, j'aime pas. Vous voyez, si je veux faire une recherche Google, je la fais jamais sur Firefox. Sur Firefox, j'ai mon DuckDuckGo. Mais des fois, j'ai besoin de faire une recherche Google parce que Google reste un moteur de recherche qui fonctionne vachement bien et qui est meilleur sur certains trucs. Mais pour ça, j'utilise un autre navigateur. Vous voyez un petit peu l'idée. Pourquoi ne pas compartimenter avec des machines virtuelles? Non, mais c'est méga relou des machines virtuelles. Sur quel site était cet article? J'ai loupé une partie. Je te file le lien, Mounet, comme ça tu l'auras. C'est sur 01net. Idem Firefox en principal et Chrome pour d'autres trucs. Voilà. Moi, c'est ce que je vous conseille, comme ça, vous avez un peu le meilleur des deux mondes. Je continue à trouver les navigateurs Chromium basés sur Chromium très intéressants, et globalement, il y a une sensation de vitesse qui est effectivement meilleure encore aujourd'hui que sur les navigateurs sur Firefox. Mais c'est un tout petit sacrifice que je fais pour ma vie privée et pour soutenir aussi la fondation Mozilla. Parce que je trouve que leur combat est noble et qu'il faut le mettre en avant. Google n'a pas son pareil pour la recherche et maintes fois ici les moteurs alternatifs, mais on revient à Google. Mais en fait, moi, je te dirais que 80-90% de mes recherches, je les fais sans Google, mais qu'il y a quand même 10% qui sont... Je vais baisser le volet parce que je me rends compte qu'il est... un peu, j'ai un peu la face cramée là. Voilà. J'ai les reflets du soleil. Il fait beau à Toulouse là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais oui, et j'ai 10% à peu près de recherches qui sont plutôt sur Google. Voilà, parce qu'effectivement ça fonctionne très bien. Oserais-je dire mieux? Oui, potentiellement mieux. Mais en même temps, voilà, avec tout ce qui est collecté, c'est assez normal que ça fonctionne mieux. Je remonte un petit peu dans le chat. Comment la fondation gagne de l'argent lorsqu'on utilise Firefox? Je ne crois pas que la fondation gagne de l'argent quand tu utilises Firefox. Quoique si, dans le sens où comme Google est leur moteur de recherche par défaut, dans un sens, ils sont sponsors par Google en fait, Mozilla. C'est un mal pour un bien. Putain, retour du sifflement. Mais c'est ultra relou, mais pourquoi? Pourtant, j'ai bien la montre en mode avion. Non, mais j'étais sûr que c'était pas la montre. C'était sûr et certain. Sifflement on. Attendez, je regarde un truc. Ouais, là, il est parti. Il est parti. Le blip-blip, c'est moi, hein, vous inquiétez pas. Putain, ça a l'air de... Je sais pas. Faudra que j'investigue. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est que j'espère que c'est pas... Je sais pas, un truc de... indépendant de moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et qui a changé peut-être chez des voisins, j'en sais rien. VoiceMod qui déconne. Non, je pense pas que ce soit VoiceMod qui déconne.
Il n'y a pas un jack mal branché. Mais j'y ai pensé, mais ça fait plus interférence d'onde. J'ai rien qui a changé dans ma config depuis hier. Au grand maître, je n'ai rien touché. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Attendez, je vais regarder juste un dernier truc. Bon. J'ai essayé de rebrancher un peu le micro. J'espère que ça n'a pas fait... attendez. Ah oui, là, on l'entend, ouais. Alors, je pense que ça ne vient pas d'un objet dans mon bureau, dans le sens où quand je bouge le micro, ça ne change rien. Je l'ai entendu, hein, le sifflement. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc sur... comment dire? C'est le Windows, enfin c'est mon ordi, je pense, qui génère un sifflement à la con. Est-ce que ça peut être voice mode? Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Est-ce que ça peut être voice mode qui fait ça? Ça pourrait, hein, ça pourrait être le logiciel. Je vais le redémarrer, on sait jamais. Alors, voilà, là vous m'entendez toujours. Je vais redémarrer voice mode. Donc vous allez plus m'entendre pendant 2 secondes. Ah, si, vous m'entendez. Ok. Ah putain, je suis désolé. Excusez-moi. Bon, j'ai redémarré. On va avancer. On va avancer. Je suis désolé. Le bruit à chaque fois, il me tue. Ça me met ça. Oh, il est rock'n'roll ce mug, hein. Ouf, il est pas mal, hein. On dirait un bruit de ventilo. Bon, vous me dites si ça resiffle. On va avancer quand même. Big Tech Detective. Oui, l'extension. On va parler d'une extension. C'est un petit peu lié à Firefox en plus. Le micro de ton... Dans mon ancien appart, c'est mes enceintes qui faisaient ce bruit quand quelqu'un prenait l'ascenseur. Putain, ultra relou, quel bâtard. Ça doit être bien chiant, ouais. Oui, Jérôme, il le dit, hein, essayez de laisser la modération, genre Samuel, Jérôme et Olek, me dire quand ça rebug. Ok, on avance. On va parler de Big Tech Detective, une extension qui a fait le buzz en ce moment, qui bloque la moitié du web. En gros, l'idée de Big Tech Detective, c'est que vous allez installer manuellement l'extension. Alors, ce n'est que sur Chrome pour l'instant, hein, mais c'est une extension de navigateur. Vous l'installez sur Chrome et ça va bloquer tous les sites web qui établissent une connexion avec Google, Facebook, Microsoft ou encore Amazon. L'idée, c'est plus une idée de militants. Je vous montre un peu une image de l'extension. Ça ressemble à ça. Putain, c'est trop chiant que ça me vire le truc à chaque fois. Ouais, donc l'extension, elle ressemble à ça. L'idée, c'est que vous allez naviguer sur le net. Et je te regarde depuis les toilettes. Eh bien écoute, bonjour à toi Léo Techmaker. Toujours des commentaires absolument merveilleux. Mais bienvenue à toi. Donc oui, l'extension, ça ressemble à ça. Et en gros, dès que vous naviguez sur des sites qui ont la moindre connexion avec les GAFAM, enfin sans Apple d'ailleurs, parce que c'est que Amazon, Facebook, Microsoft et Google, donc c'est les GAMF, on va dire les GAMF, eh bien ça va vous bloquer le site web. Alors, effectivement, c'est assez pédagogique, c'est plutôt une expérience, hein, ils ne se veulent pas comme un truc que vous allez utiliser tout le temps. Je trouve l'idée assez cool, mais je trouve que... bon, voilà, c'est un peu dommage d'en faire juste une expérience, je trouve. Dans le sens où, bon, voilà, on va se rendre compte que c'est bloqué, mais
En fait, il y a des fois des utilisations de certains services externes des GAFM, des GAMF, qui sont pas forcément négatifs. Par exemple, il y a beaucoup de développeurs qui utilisent les Google Fonts. Alors oui, ça fait un appel à Google, donc ça c'est un peu relou. Oui, ça donne une adresse IP à Google, donc c'est pas génial. Mais en soi, c'est pas un outil de tracking à proprement parler. Donc, donc en gros, si vous voulez, ce que je trouve un peu dommage, c'est que à tout mélanger, par exemple, DuckDuckGo est bloqué aussi. DuckDuckGo va être bloqué parce qu'il charge des ressources depuis des serveurs de Microsoft. Donc vous voyez, en fait, je comprends l'idée, hein, je trouve que c'est plutôt cool comme expérience, mais tout bloquer des GAMF, c'est pas forcément non plus, je trouve, le plus pédagogique, parce que si on bloque juste un site et on n'explique pas vraiment pourquoi, bon, ben on va pas... voilà, on va pas comprendre en fait, on va juste se dire, oh bah les GAMF, enfin les GAFAM, ils nous pistent, machin, voilà. Ben non, en fait c'est un peu plus délicat que ça, je pense qu'il y a quand même une finesse à bien comprendre. Donc voilà, je suis pas spécialement convaincu, surtout que c'est vraiment une extension que les gens vont installer 2 secondes et puis dégager juste après. Donc voilà, je suis un peu dubitatif, même si je trouve ça quand même assez chouette. Est-ce qu'il y a eu du sifflement là depuis cet article? Dites-le moi. Voilà, bah, j'espère que c'est peut-être le redémarrage de VoiceMod qui a un peu corrigé le souci. On va avancer, on va parler d'une news qui m'a fait beaucoup rire, mais qui m'a pas fait beaucoup rire. Bon, tout le monde me dit non, tout ok, super. Une news qui m'a fait rire, pas forcément la news en elle-même, mais c'est plutôt les commentaires sur Reddit qui m'ont tué. HP, Hewlett Packard, qui rachète la marque de gaming HyperX, pour le prononcer à l'anglaise, pour 425 millions d'American dollars. Donc HP qui détient cette marque. Alors, moi j'ai eu un casque HyperX Cloud, un casque que j'ai beaucoup aimé. Je crois que je l'avais revendu, je pense, à un pote, parce que je m'étais pris, je crois que je m'étais pris ce casque. Donc c'était un casque, enfin c'était il y a au moins 4-5 ans, hein, je pense. C'est cette marque-là, attendez, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Cette marque-là, hein, je pense que vous reconnaissez ce logo pour les plus gamers sur PC d'entre vous. Un casque qui avait un super rapport qualité-prix, et donc ça, eh bien, ça a été racheté par HP, Hewlett Packard, qui rachète. Alors à la base, c'était Kingston qui avait HyperX Cloud. J'ai le micro de l'HyperX, c'est mon casque, j'ai le même. Non, mais c'est sûr, hein, vous êtes comment dire, plusieurs à avoir ce casque, ça ne m'étonne pas. Des extensions du type Privacy Badger, AdGuard, NoScript sont bien plus intelligentes. On est d'accord, Polychrome, mais on va avancer, mais voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, ce qui m'a fait rire, c'est les commentaires sur Reddit. Parce que les commentaires, c'était vraiment... Je vous le montre vite fait, hein, mais c'était vraiment... Oh non, pas Hewlett Packard, j'évite HP à tout prix parce que j'ai que eu des produits de merde, etc. En gros, tout le monde qui se plaint d'HP. Et effectivement, alors je sais pas si c'est votre cas dans la chatroom, mais je sais que moi aussi, Hewlett Packard, enfin HP, n'est pas une marque qui respire complètement la qualité. C'est pas une marque dans laquelle j'ai une confiance absolue, quoi, clairement. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Gamer sur PC pléonasme. Ah, t'es un petit malin, quel bâtard. T'es un petit malin. Ça me fait marrer, les gros industriels se rendent compte que les gamers n'est plus un marché de niche. Ça fait un moment quand même. Au boulot, on est sur HP. Les portables HP, c'était la cata. HP Asus m'ont fait passer à Apple. HP, quelle horreur. Ils ont une bonne réputation de merde. Mon paternel n'a que des PC HP et vraiment, ça va au boulot. Ouais, après, au boulot, en général, les produits à destination des professionnels ont quand même une assurance, enfin, une quality assurance, enfin, une gestion de la qualité qui est un peu meilleure. J'ai un ordinateur HP, il est vraiment super. Non, mais bien sûr, après, vous avez aussi probablement des bonnes expériences avec du HP. Hein. Mais je sais que voilà, moi, c'est pas une marque que je surkiffe. Les HP Pro sont pas mal, non mais ça c'est sûr. Le service après-vente est top, ok. Ça donnerait quoi une imprimante de gamer? Je trouve que... qu'est-ce que tu dis? Faut-il pas... je trouve que hormis ProBook ou EliteBook, ils ne sont pas vraiment top. Pas trop mauvaises imprimantes. HP, c'est du vomi. J'ai le ZBook 17. J'ai désinstallé tous leurs logiciels qui posaient des problèmes. L'ordi est top. Le matos est bien. Par contre, les finitions sont mauvaises. JPEG au kilomètre. Tu dis, ma femme avait acheté une imprimante HP.
On n'a pas réussi à la faire fonctionner malgré les aides et la hotline. T'as pris une browser, aucun problème. Bon, globalement, c'est mitigé, qui penche un peu sur le négatif, mais ça va. Ok. Ok, merci la chatroom pour vos retours d'expérience. Bon bref, donc en tout cas, voilà, HP qui rachète la marque HyperX Cloud. On verra enfin HyperX tout court en fait, on verra ce que ça donne. Je pense que ça va pas forcément changer grand-chose dans l'immédiat. Mais en tout cas, voilà, les casques HyperX sont des bonnes références. Donc si vous voulez acheter du bon casque, c'est une marque que, en tout cas, moi, je vous recommande. Voilà, et que forcément, Nowtech vous recommande. Par conséquent, avançons et parlons smartphone, parlons opérateur. La France va vouloir contrer la pratique des opérateurs qui incitent un peu trop les consommateurs à renouveler leur téléphone. Alors, vous et moi dans la chatroom, vous êtes des personnes plutôt avisées sur la tech, donc vous faites sûrement partie des personnes qui n'achètent pas vraiment leur smartphone avec un forfait mobile, hein, les trucs à 1 euro ou à 10 euros, ou voilà. Donc vous faites partie de ces gens qui ne font pas ça, ce qui est plutôt bien, hein, parce que globalement c'est un crédit à la consommation déguisé, hein, d'acheter des smartphones comme ça. C'est aussi une incitation à renouveler qui est pas très bonne pour la planète, hein. Vous savez que il paraît que la planète elle va pas très bien. Voilà, il paraît. Mais bon, on a eu un hiver un petit peu froid. Alors attendez, c'est bon, il n'y a pas de réchauffement. Bon, voilà, donc non, la planète va mal et il faut qu'on fasse absolument attention à notre consommation de produits, de tech, de choses comme ça. C'est d'ailleurs dans cette veine que vous verrez les prochaines vidéos, mais que globalement, voilà, la problématique écologique, on l'inclut quasiment maintenant à chaque vidéo sur Nowtech. Je vais pas spoiler une vidéo de Jérôme sur Samsung, mais il en parle très clairement dans ça. Je vais pas non plus spoiler une vidéo d'Android sans Google, mais globalement, je dis que les iPhones c'est pas mal parce que ça dure quand même 5-6 ans de mise à jour. Bon, bref, je spoil un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment des choses qu'on essaie d'inclure. Et donc le gouvernement français a indiqué, enfin une source proche du gouvernement a indiqué à un site de news, à Reuters, que les autorités, Reuters, bon on va dire Reuters, hein, parce que je le prononce sûrement très mal, mais c'est pas grave, que les autorités aimeraient encadrer davantage le renouvellement de smartphones via ce genre d'offres. L'idée d'une telle initiative serait de réduire l'impact environnemental néfaste. Le gouvernement a dit, nous sommes prêts à prendre des mesures. 75% de l'impact négatif sur l'environnement généré par l'industrie du numérique serait dû à la fabrication de nouveaux appareils. C'est pour ça aussi qu'on vous fait chier à dire mais achetez du reconditionné, achetez de l'occasion, évitez le neuf, parce que quand on achète du neuf, ça indique à la marque de produire plus. Alors que quand vous achetez de l'occasion, ça envoie moins de signal à une marque de dire il faut produire du neuf à chaque fois. C'est super important. Voilà, soyez fiers d'avoir des produits que vous avez depuis plusieurs années. C'est vraiment important. La logique n'est pas compliquée à comprendre. En incitant les consommateurs à garder plus longtemps leur smartphone, on réduirait ainsi le besoin d'en produire. Bah, évidemment, moins il y a de demandes, moins on a besoin de produire. J'attends que mon smartphone rame à mort avant d'envisager de changer. Est-on les seuls en Europe à avoir cette pratique du renouvellement? Non, je pense que globalement, c'est un mélange de plein de facteurs, c'est un mélange d'appétence un peu naturelle de l'humain à toujours vouloir tester les dernières choses. Truc dont je m'inclus dans le problème aussi, hein. Clairement, je veux pas être hypocrite avec vous. J'ai pas toujours acheté des smartphones dont j'avais besoin. Mais voilà, on essaye de faire de plus en plus attention et surtout on essaye de vous transmettre le message de faire de plus en plus attention. Autant quand c'est dans un contexte professionnel, ça peut s'expliquer, le besoin d'annoncer les dernières news, de faire des tests. Mais effectivement, je reconnais que dans ma vie personnelle, donc pas pro quoi, j'ai pas toujours été super bien là-dessus et et on essaye d'améliorer ce genre de choses. Ça fait 4 ans que j'ai mon OnePlus 5T, j'ai rien à dire, il fonctionne très bien. T'as bien raison, Yolohan. T'as bien raison, il y a aucune... Surtout le OnePlus 5T était vraiment très bien. Voilà. Voilou. Qu'est-ce que tu dis, la crème de la flemme? Mon HP s'est mangé une moto et ils m'ont tout refait sans poser de questions, donc super service après-vente. D'accord, ok. Hello, je prends souvent du reconditionné, après j'ai un réparateur pas loin qui le vérifie de fond en comble, comme on dit. Bah t'as de la chance. T'as de la chance. En Allemagne, c'est le même souci, tu dis, Mini-Marie. D'accord. J'ai un Pixel 3 XL, je n'ai pas envie de changer parce qu'il est top. Eh bien, Maracu Jazz, tu as bien raison, parce que le Pixel 3 est encore un super téléphone. On a tous été pas super bien dans nos vies perso, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui.
J'ai mon Galaxy S8 depuis la sortie. Très bien, le Galaxy S8, hein, très 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 bien. Faudrait que la logique du Fairphone se repense et s'améliore aussi. Oui, tout à fait. Le Fairphone est un super téléphone, un super concept. Je pense que le Fairphone gagnerait à être un peu plus agressif au niveau marketing. Après, ils ont des moyens plus limités, bien sûr. Mais je sais que ça avait été un peu la galère. Typiquement, exemple. Fairphone, je pense que l'équipe qui est derrière Fairphone n'a pas saisi l'ampleur la potentielle influence des youtubeurs et on va dire des influenceurs, quoi. Parce que quand je leur avais demandé le téléphone, c'était compliqué, c'était qu'un prêt limité, etc. Enfin, c'était la galère. Je pense que Fairphone, ils gagneraient à envoyer beaucoup plus facilement leur téléphone à plein d'influenceurs et à faire connaître. Vous imaginez plein de vidéos de plein d'influenceurs qui parlent du Fairphone. On n'a pas vu ça, hein. Personne n'a vu ce genre de campagne, alors que ce genre de campagne, on les a avec les iPhones, on les a avec du Samsung. C'est là où je pense que ça coûterait pas très cher en termes de budget marketing. On va dire une ou deux personnes à plein temps qui s'occupent des envois, de gérer tout ça, plus un achat on va dire un achat, une production une quinzaine, vingtaine de Fairphone. Globalement, je pense que c'est une campagne de com qui coûterait, on va dire, sur un mois, 10 000 euros, un truc comme ça. 10 000 euros, 15 000 euros, et je pense que c'est un budget extrêmement raisonnable. Même pour une boîte de la taille de Fairphone, je pense que c'est un budget qui est extrêmement raisonnable pour un impact extrêmement fort. Et je pense qu'ils ont raté le coche là-dessus. Je pense que Fairphone n'est pas une boîte qui est assez moderne sur sa façon de communiquer. Je suis un peu taquin, hein, mais je le pense très sincèrement. Je le pense très très sincèrement. The Grand Test a testé le Fairphone il n'y a pas longtemps. Oui, voilà, mais si tu voulais tester le Fairphone, fallait l'acheter toi-même. Je pense qu'ils ont raté un truc là-dessus. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, et puis voilà. Perso, j'ai le Fairphone 2 et ma femme le 3. Ok. Est-ce que t'en es content, Norciboul? Je sais que beaucoup de gens ont eu des mauvais retours sur le 2, mais le 3, les retours sont plutôt positifs. Donc voilà. 10 000, 15 000 euros par pays. Ça peut être une campagne française, hein. Ça peut être une campagne française et ça peut être déjà un bon point d'entrée. Peut-être que 10 000, je suis même un petit peu... je mets peut-être la barre un peu haut, hein. C'est peut-être possible de faire moins cher que ça, hein. Mais ça, je vous le dis, si vous lancez un produit, notamment, on va dire, des smartphones, peut-être il y a des entrepreneurs, entrepreneuses dans la chatroom, et que vous voulez faire des campagnes de com avec des influenceurs, je vous le dis, et je vous regarde droit dans les yeux, soyez pas relou. Envoyez un produit et demandez pas forcément un retour sous 2 semaines parce que machin. C'est des économies c'est des petites économies qui sont pas une bonne idée en fait. Tant pis, il vaut mieux perdre 200 euros, 200, 300 euros à envoyer un téléphone et pas demander de retour, mais en laissant un peu les influenceurs libres de faire les vidéos un peu dans les temps qu'ils veulent, dans la temporalité qu'ils veulent. Déjà, ça va moins les faire chier. Et souvent, ils auront justement, ils auront potentiellement le temps de faire une meilleure vidéo, prendre plus le temps. Enfin, voilà, il y a vraiment. Et puis vous n'aurez pas à gérer des frais de retour, vous n'aurez pas à perdre du temps là-dessus. En fait, au final, par exemple, si vous envoyez, vous demandez un retour machin, le temps d'envoyer, donc déjà c'est des frais d'envoi de machin, le temps de gérer les contacts par mail, c'est 1 heure, 2 heures de boulot, le temps de gérer le renvoi, de contacter en mode est-ce que tu as bien renvoyé machin, c'est tout cumulé, je pense que vous y perdez plus. Voilà, Guillaume est zébré. Oui, je suis zébré, tout à fait. On va avancer, on va parler des États-Unis et des alliés des États-Unis, hein, donc en gros un peu sous-entendu, pas la Chine. C'est le dernier article de ce Kawa. Les États-Unis et les alliés qui veulent essayer de faire des chaînes de production China Free, donc en gros sans la Chine. Voilà. Toujours, alors on est très très dans de la géopolitique, hein. On sait que la Chine a un pouvoir monstrueux en termes économiques, hein. Enfin, la Chine peut foutre une pression monstrueuse aux États-Unis, mais pas que d'ailleurs, à beaucoup de pays, parce que beaucoup de pays sont extrêmement dépendants des chaînes de production en Chine. On a vu par exemple Apple sortir de plus en plus de la Chine pour la production de ses iPhones, pour être voilà, moins dépendant.
Et le président Joe Biden est en train de signer plein de papiers, plein de choses pour accélérer les efforts d'avoir des chaînes de production pour les... En gros, ça va inclure des semi-conducteurs, des batteries de véhicules électriques, des métaux précieux, des produits médicaux aussi. Donc que tout ça soit de moins en moins produit en Chine et que ça soit produit avec des pays alliés, notamment sont cités dans l'article Taïwan, le Japon et la Corée du Sud. Voilà, pour encore une fois sortir de la pression chinoise. Pour information, les États-Unis importent 80% des métaux précieux, enfin des ressources précieuses depuis la Chine. Hein, donc 80% sont importés depuis la Chine, c'est énorme. Et pour les produits médicaux, c'est 90% de dépendance, de produits importés par la Chine, de dépendance en gros à la Chine. Donc c'est énorme. Je ne pensais pas qu'il y avait un tel chiffre, notamment sur les produits médicaux, quoi. Le 90% qui sont importés depuis la Chine, c'est énorme. La Chine domine le monde, compliqué de se les mettre à dos. Tout à fait. Bah, on l'a vu, hein, il y a eu plein de news qu'on vous a présenté dans le mug qui sont liées à ça, quoi. Pour la Chine, il faut garder en mémoire que leur jeu préféré est le jeu de Go qui est sur un principe différent de notre jeu d'échecs. J'ai pas compris ton commentaire HBTVS. Le problème, c'est que les matières premières, oui, c'est ça, hein, matières premières, etc. C'est de ce dont je parlais. C'est juste que j'ai pas forcément utilisé les mots parfaits vu que c'est traduit de l'anglais à la volée. La Chine est l'usine du monde. Bah, de moins en moins potentiellement. Mais voilà, c'était une courte news. Je vous propose qu'on passe rapidement à la tartine, parce que ça va être une grosse tartine aujourd'hui sur un peu les systèmes centralisés versus les systèmes décentralisés. Donc en gros, le genre de débat qu'on a entre YouTube et PeerTube, dont on avait déjà parlé dans le mug. Mais avant ça, eh bien, vous le savez, le sponsor de l'émission, vu qu'en ce moment, nous n'avons pas de sponsor officiel, mais ça va bientôt changer. Mais le sponsor, eh bien, c'est vous, les contributeurs et les contributrices. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur Twitch et donc débloquer de magnifiques emojis de Jérôme Sorcière que je vous invite immédiatement à spammer dans la chatroom parce que vous êtes juste les meilleurs, évidemment. Vous pouvez nous soutenir peut-être pour les budgets un peu plus serrés sur Patreon. Le niveau pour soutenir est un peu plus bas sur Patreon, donc ça peut être aussi intéressant pour vous. Vous pouvez nous soutenir sur YouTube avec les YouTube Sponsors. Et puis surtout, comment pourrais-je oublier le merch, la boutique avec plein de mugs, plein de t-shirts, plein de choses comme ça. Vous êtes juste les meilleurs à spammer dans le chat. Merci à tous. Comme ça, vous pouvez vous la péter d'être abonné sur Twitch. Et ça, c'est incroyable. Ce que je vous propose, mesdames et messieurs, c'est que on va passer à la tartine immédiatement. Mais avant la tartine, je vais vous laisser juste une trentaine de secondes parce que, en fait, j'ai très très envie de faire un petit pipi depuis tout à l'heure et je me retiens et c'est très très chiant. Donc voilà, donc je vous mets la pause et on revient juste après. Voilà, désolé, hein, en général ça va, mais là j'avoue que let's go. Donc je vous mets la pause et on se revient juste après pour la tartine où on va parler de système centralisé, décentralisé. À tout de suite, let's go.
Eh bien, me revoilà. Alors, nous allons parler des systèmes centralisés et décentralisés. Alors, je vous vois direct vous dire, ouh là là, ça va être un peu technique et tout. Non, vous allez voir, je vais en parler parce que il y a eu un article sur le site de Framasoft, enfin le Framablog très précisément, qui parle des utilisateurs, enfin de la domestication des utilisateurs par rapport à WhatsApp. Je vais vous faire un résumé de cet article, vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Et après, je vais vous expliquer un peu un article qui contrebalance celui-là, un article fait par le fondateur de Signal, parce que je trouve que les deux articles voilà, sont assez intéressants, ont des arguments un peu contraires, ont des avis un petit peu contraires sur les écosystèmes, sur les applications de messagerie, et je trouvais ça extrêmement intéressant de vous partager tout ça, parce que voilà, par la curiosité, parce que je voulais en savoir plus, et j'avais envie de vous parler de tout ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'on appelle système centralisé versus des systèmes décentralisés ? Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, parce que le détail technique va être extrêmement, on va pas dire relou, mais on va dire inadéquat par rapport au mug, parce qu'on n'a pas le temps de le développer plus que ça, et j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus, et surtout de vous noyer dans la complexité technique, qu'en plus je ne maîtrise pas totalement, donc je vais éviter de parler de choses que je maîtrise pas. Mais je vais vous montrer un petit schéma ici. Ouvrir l'image, hop, voilà. Ça, en gros, c'est un système centralisé. En gros, c'est un système classique où vous avez un ordi ou votre smartphone et vous vous connectez à un serveur, à une entité. Ça peut être par exemple Facebook, Facebook, Google. C'est un serveur principal qui va tout gérer. D'accord ? Donc ça, c'est le premier truc. C'est un peu le truc qu'on a classiquement sur les GAFAM, Facebook, etc. Sur WhatsApp, Signal. Par exemple, sur Signal, aujourd'hui, vous vous connectez tous, d'accord, ou sur WhatsApp, vous vous connectez tous à un serveur principal. Alors, serveur de Signal qui est open source, qu'on peut contrôler, mais voilà, vous vous connectez tous dessus. Donc ça, c'est une philosophie en informatique, c'est une façon de concevoir l'informatique qui est d'avoir un truc central, vous devez lui faire confiance, ça gère, ça a des avantages, on va en parler juste après, et c'est le truc, on va dire, effectivement, sur lequel, c'est le plus simple à comprendre, et j'ai envie de vous dire, c'est lequel on est le plus habitué. Le deuxième système, c'est un système décentralisé. Alors, il y a plusieurs types de décentralisés, mais moi, je vais plutôt vous montrer ce schéma-là, qui explique très très bien. C'est que c'est le système, par exemple, de Peertube, qui est le YouTube alternatif, qui n'est pas forcément une alternative vraiment de faire un concurrent de YouTube, mais c'est le fonctionnement de Peertube, un endroit où on peut héberger des vidéos. L'idée, c'est que au lieu d'avoir un serveur central, auquel vous allez tous vous connecter, vous avez plusieurs instances, plusieurs nœuds, plusieurs serveurs, ça a plein de noms, plusieurs pods aussi, ça a des noms très différents. Nous, on va utiliser... On peut utiliser serveur, on peut utiliser nœud. Et l'idée, c'est que vous allez par exemple vous connecter, vous, Tartampion, à ce nœud-là, qui peut être hébergé par exemple en France, d'accord ? Mais si ce nœud tombe, si ce serveur tombe, eh bien en fait, vous voyez qu'il y a des interconnexions entre chaque truc et que vous allez pouvoir quand même communiquer et récupérer des données sur les autres. Donc c'est vraiment le système de Peertube, et c'est ce qui fait que sur Peertube, si vous vous connectez à une instance, eh bien vous pouvez voir les vidéos des autres instances, des autres nœuds. Donc vous n'êtes pas obligé de tout centraliser au même endroit, ça a plein d'avantages, ça a plein d'inconvénients aussi. Alors, on va en parler juste après, mais au moins vous voyez une architecture décentralisée. Voilà, comme ça vous avez, donc ça c'est centralisé, un serveur principal, et ça c'est décentralisé avec plusieurs serveurs principaux, en sachant que bien sûr ça peut être un truc que vous auto-hébergez, ça peut être ça peut être des choses, ça pourrait très bien être une icône d'ordinateur ici, c'est un serveur que vous faites vous-même, ça existe. Une dernière architecture que peut-être certains connaissent, je vous la montre vite fait, c'est aussi un truc décentralisé, ça c'est le fonctionnement du peer-to-peer. Par exemple, quand vous téléchargez évidemment des films Lego, et même peut-être encore aujourd'hui, eh bien c'est ce système-là qui est mis en place. C'est un système où chaque ordinateur est aussi un serveur, chacun de vos ordi est aussi un serveur, qui peut recevoir ou transmettre des informations, notamment des fichiers quand vous téléchargez avec du peer-to-peer. Le peer-to-peer, c'est du pair à pair, c'est exactement ça. Mais c'est une forme de système décentralisé. Donc vous avez plusieurs types. On va pas s'embrouiller et je vais pas repréciser quel type c'est à chaque fois quand on va parler du reste de ma tartine. Mais au moins, voilà, vous avez un peu deux formes. Celle-là, on va dire que c'est peut-être la plus simple à comprendre parce que votre ordi est à la fois un client, donc
en gros à la fois un truc qui va recevoir, mais aussi un serveur, à la fois un truc qui peut envoyer des informations et auquel on peut se connecter. Donc voilà, donc ça c'est effectivement le système peer-to-peer. Pour les gens qui ont utilisé BitTorrent, Emule, ce genre de choses, ça fonctionne comme ça. Voilà en gros pour la base un petit peu technique qui était quand même importante à récapituler. Donc, les exemples les plus courants de systèmes centralisés, c'est YouTube, Signal, le dollar aussi, parce que le dollar est un système centralisé, le direct download, le fait de télécharger, donc ça c'est plutôt des choses illégales, mais enfin souvent illégales, mais le fait d'avoir des sites, ce qu'on appelle des sites de DDL, de direct download, c'est des systèmes centralisés, c'est-à-dire que vous allez télécharger vos fichiers sur un serveur, et si par exemple un ayant droit trouve le fichier, il peut demander au serveur de le dégager, et vous n'avez pas de répartition, votre truc est dégagé, fini, c'est plus dispo. Voilà. Donc, système centralisé, YouTube, Signal, le dollar, le direct download, etc. Des systèmes décentralisés. Donc, vous avez Peertube, qui est une initiative dont on avait déjà un peu parlé. Face à Signal, vous avez une initiative qui s'appelle Matrix. Vous avez face au dollar, eh bien, le Bitcoin, parce que la blockchain est un système décentralisé, où le truc est réparti, et c'est aussi pour ça que c'est l'avantage d'un système décentralisé comme le Bitcoin, c'est que vous pouvez vérifier les transactions, vous pouvez analyser ce qui se passe sur le réseau Bitcoin, alors que vous ne pouvez pas analyser, vous, depuis chez vous, ce qui se passe sur le réseau du dollar. Bon, le réseau du dollar, sous-entendu les banques centrales, ce qui se passe dans les États qui contrôlent le dollar, donc notamment les États-Unis. Et face au direct download, eh bien, en système décentralisé, comme je vous l'ai expliqué, vous avez le peer-to-peer, le fait que chacun de vos ordinateurs est à la fois un client et un serveur. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu les différentes, vous donner différents exemples. Donc YouTube versus Peertube, Signal versus Matrix. Matrix c'est pas très connu, mais c'est pas trop mal Matrix. Le dollar versus le Bitcoin, le direct download versus le peer-to-peer, etc., etc. Donc j'avais envie de parler et de faire cette tartine parce que Framasoft, qui est le Framablog, est effectivement un blog qui parle souvent du monde du logiciel libre. C'est un blog que je suis assez régulièrement, je partage énormément d'opinions avec eux. Je pense effectivement que le monde du libre apporte plein de choses formidables. C'est pas toujours la solution, mais beaucoup de libristes le reconnaissent très bien aujourd'hui. Il faut sortir aussi du cliché, ça je vous le demande, mais de critiquer les gens dans le monde du libre qui sont très en mode « j'utilise que du Linux, machin ». C'est pas vrai. En fait, dans les faits, c'est pas vrai. Il y a des ayatollahs, il y a des personnes qui sont qui poussent leur démarche très loin, mais en fait, la majorité des gens sont pas aussi... sont des militants, des militantes, mais... ils peuvent très bien envoyer un mail avec un Gmail. Il faut sortir un peu de ce cliché-là. Je pense que c'est important de ne pas mettre les gens dans des petites cases un peu nulles, un peu bêtes. Petit coucou à toi, Pouillou, qui était intervenu dans le mug d'ailleurs. On avait eu de belles discussions avec Pouillou. C'est une personne que j'aime beaucoup. Et il le disait très bien aussi, le but n'est pas de s'ostraciser totalement, et s'il faut envoyer un mail à quelqu'un qui a du Gmail, mais c'est pas un problème, ou s'il faut utiliser occasionnellement du Windows, c'est pas un problème, donc faut sortir un peu de cette bulle-là, c'est super important. On peut très bien être militant, on peut très bien avoir des opinions sans être 100% parfait sur le truc, évidemment. C'est vraiment... et c'est pas de l'hypocrisie, c'est que des fois il faut s'adapter. Si vous êtes un gamer, c'est normal que vous utilisiez du Windows, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Mais donc il y a cet article sur Framasoft qui critique le modèle centralisé, et il dit notamment cet article que la philosophie derrière Signal est la même que celle sur WhatsApp. Alors je vous montre rapidement l'article juste pour mettre une image sur des mots. Hop, je vous montre l'article. Donc utilisateurs libres domestiqués, WhatsApp et les autres. Donc c'est un article qui est pas très très long, il est plutôt bien écrit, mais il est pas très très long, et il parle justement de la domestication des utilisateurs, le fait que quand on est sur un service, notamment WhatsApp, eh bien c'est extrêmement difficile de s'en sortir parce qu'on a nos petites habitudes. Donc si je peux résumer l'article, on va aller un peu vite comme ça, et puis je vais aller à l'essentiel. C'est que
enfermer les gens dans Signal, c'est le même problème qu'enfermer les gens dans WhatsApp. On les domestique, on les enferme dans un système, on les habitue, et s'il faut rechanger derrière, ça sera pénible. Voilà, parce que vous avez fait migrer vos potes sur WhatsApp, votre famille, vos copains, copines, j'en sais rien. Et si Signal change pour une raison X ou Y, changer de service, c'est relou, on s'est habitué et on risque de subir plus facilement les choses. C'est ce que j'écris juste après. Si Signal fait une mise à jour relou, tout le monde doit la subir. Alors, c'est là où moi je veux tempérer un petit peu cet argument, parce que je vais donner aussi mon opinion. C'est qu'on a vu avec WhatsApp que c'est pas aussi simple que si on tire un peu trop sur la corde, eh bien les gens restent pas forcément sur un outil de messagerie. Et WhatsApp, il y a plein de gens qui en sont partis et qui en partent au final. Il y a un grand nombre de personnes qui en sont parties parce qu'effectivement, quand ça va trop loin, la domestication elle tient pas. Donc bon, je contre un petit peu cet argument comme ça. Un des problèmes qui est cité dans l'article, que je trouve totalement vrai, c'est qu'il est impossible de faire un serveur alternatif pour l'application Signal officielle. On ne peut pas se connecter à une autre instance, à un autre serveur. Rappelez-vous du schéma avec plein de petits serveurs différents. Ou on ne peut pas faire non plus une application alternative, par exemple sur votre smartphone, une application Signal bis, pour communiquer avec le serveur officiel de Signal. D'ailleurs, le boss pas le boss... Ah, ma caméra qui s'éteint. Mais il n'y a rien qui va ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de chauffe? C'est un problème de quoi? Attendez, je vais essayer de rallumer. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un problème de chauffe. Ouais, vous me voyez. Ah putain, mais vraiment, mais c'est terrible. Attendez, je vais voir si c'est... Hop. Je regarde si c'est la batterie. Attendez, display. Je pense que c'est de la chauffe. Je vais débrancher. Hop. Bon, on va laisser comme ça. Hop là. Je continue. Putain, mais ce matin, c'est rock'n'roll. Hein. Ah non, il veut... Putain, mais je suis con. Excusez-moi. J'ai compris ce qui n'allait pas. J'ai pas débranché le bon truc. Ça, au lieu de ça. Voilà. Normalement, vous devriez m'avoir récupéré. Hop. Ouais. Normalement, vous devriez m'avoir récupéré. Excusez-moi, j'avoue que là, ce matin, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. La loi de Murphy. Ouais, on est bien d'accord. Je pense que ça a un peu trop chauffé parce que comme il est branché tout le temps au secteur, je pense qu'il a un petit peu de mal. Ok. Revenons-en. Donc je disais, oui, impossible de faire un serveur alternatif pour l'appli Signal officiel ou une appli alternative pour se connecter au serveur. Et je vous disais que le fondateur de Signal avait notamment stoppé une initiative comme ça, donc une initiative open source, pour utiliser le serveur de Signal. Il a dit non, je suis vraiment pas d'accord. En plus, vous utilisez le nom Signal dans votre nom. Enfin voilà, il a un peu tué le truc dans l'œuf. Je sais pas si c'est vraiment dommageable, mais on va en reparler après. Mais bon. La preuve que c'est pas bien d'avoir un truc centralisé, c'est que quand il y a eu, c'est toujours l'article qui dit ça, quand il y a eu une panne de Signal, du serveur central de Signal, eh bien, plus rien n'a marché pendant quasiment 2 jours. Donc il dit, c'est un gros problème des systèmes centralisés, alors que sur des systèmes décentralisés, même s'il y a un serveur qui est en panne, eh bien, on peut continuer d'utiliser le service parce que vous pouvez vous connecter à un autre serveur. Vous aurez toujours vos données, bien sûr. Ça sera juste pas le même serveur, quoi. Mais comme ils communiquent tous entre eux, vous serez beaucoup moins bloqué. Voilà. Il a quand même recommandé dans l'article, et c'est pas une critique, il a quand même recommandé Signal à ses amis parce qu'il considère dans l'article que c'est effectivement la moins pire des solutions parce que c'est assez simple à adopter et voilà. Et en gros, il critique globalement, le résumé, c'est qu'il dit que il faudrait qu'on ait une solution où on peut avoir un protocole de communication décentralisé et commun, et il cite par exemple Matrix. Mais effectivement, Matrix n'est pas encore très populaire. Maintenant, on va passer à l'article du fondateur de Signal qui explique pourquoi ils ont pris la décision et pourquoi ils ont un système centralisé.
Comme ça, vous allez un petit peu avoir les deux points de vue. Et je prendrai un peu vos retours après. Donc ça, c'est l'article de Moxie, hein, le fondateur de Signal. Article extrêmement intéressant qui est vraiment un avis presque diamétralement opposé. Et je trouve ça très, très cool. Donc en gros, ce qu'il dit, je vous résume encore une fois l'article, parce que si on le lisait en entier, ça serait trop long. Il dit « Mon expérience m'a montré que les systèmes décentralisés sont trop lents à évoluer. » Boum. Il est impossible de faire un système décentralisé compétitif avec des services de grandes entreprises, typiquement Facebook et WhatsApp. Un exemple que moi je donne pour appuyer ça, c'est que c'est vrai que par exemple il y a des il y a des fonctionnalités qu'on a sur des réseaux, typiquement les stories d'Instagram ou de Snapchat, qui sont extrêmement compliquées à mettre en place sur des protocoles plus open source, plus décentralisés, parce que ces protocoles n'ont pas été prévus pour ce genre d'usage. Alors que sur des systèmes centralisés propriétaires, voilà, c'est plus facile à faire évoluer. Ensuite, il reconnaît qu'Internet et ses technologies sont décentralisées et que c'est une bonne chose, mais que ces technologies n'ont pas évolué depuis la fin des années 90. Il cite des exemples qui vont parler aux plus techniques d'entre vous. SMTP, c'est lié au mail, IRC, pour des canaux de discussion, les DNS qui permettent de transformer le nom d'un site web en IP, XMPP pour du chat en temps réel, etc. Ça, c'est moi qui vous explique à chaque fois à quoi ça correspond. Donc voilà. Il dit dans l'article que Slack est meilleur qu'IRC, que Facebook est meilleur que les mails. Il n'a pas tort sur le fait que pour se tenir au courant des dernières news de Tata Monique, Facebook marche très très bien. WhatsApp est meilleur qu'XMPP, etc. Les services décentralisés sont bloqués dans le temps, pas les services centralisés. Il développe un peu cet argument, hein, je vous le résume, mais c'est un peu trop long pour la tartine, mais il développe, hein, il va un peu plus loin. Par exemple, il donne un autre exemple, il dit que les mails d'aujourd'hui ne sont pas chiffrés à cause du fait que ce sont de vieux protocoles et de vieilles technologies. Il y a quand même des initiatives, par exemple chez ProtonMail, hein, qu'on connaît bien, qui essayent de faire du mail chiffré, mais il s'avère que dans les faits, voilà, c'est pas encore très très répandu et c'est pas encore très très populaire. Il conclut en disant que switcher vers Signal grâce au numéro de tel, c'est vachement bien, parce que c'est un identifiant qui est simple en fait, il n'y a pas de friction, c'est-à-dire que quand vous installez Signal, vous rentrez votre numéro de téléphone et vous n'avez pas besoin de faire autre chose en fait, c'est directement vous êtes sur l'appli et vous pouvez commencer à dialoguer avec les autres contacts qui ont Signal, c'est détecté avec votre liste votre carnet d'adresses, donc c'est quasiment automatique et la friction est minimisée. Et après il dit que l'infrastructure, c'est vraiment la dernière conclusion, il dit l'infrastructure open source de Signal, même si elle est centralisée, permet du contrôle, parce qu'effectivement Signal c'est audité, c'est complètement open source. Il le dit clairement, il dit c'est pas aussi beau que du décentralisé, type Matrix, mais il pense que c'est ce qu'il y avait à faire. Voilà. Pour aller un peu plus loin, je trouvais ça rigolo de vous citer ce tweet. Il y a un tweet de Snowden, hein. Donc Snowden avait dit que Signal c'était bien. Snowden il dit un truc que je trouve rigolo, il dit Signal je l'utilise tous les jours et je suis pas encore mort. Quand j'ai fait ma tartine sur Signal, WhatsApp et tout, j'aurais dû citer ce tweet parce que je le trouve extrêmement un peu triste, hein, mais extrêmement rigolo. Donc pour vous faire un petit récap des avantages et des inconvénients du centralisé, du décentralisé. Les avantages du centralisé, c'est que il y a une seule entité qui développe, donc effectivement, on peut le reconnaître, c'est que globalement, je dis bien globalement, il y aura toujours des petits contre-exemples à chacun de ces trucs, hein, on est bien d'accord les gens. Vous aurez toujours l'exemple qui vient prouver le contraire, mais là c'est plutôt une vision globale. Et c'est ça, et ce que je vais dire, c'est pas forcément, parce que vous voyez, à la fin, je vais vraiment donner un avis plus neutre, qui est mon avis. Mais là, je parle plutôt en globalité. Il y a évidemment des exceptions. Donc les avantages des systèmes centralisés, c'est qu'il y a une seule entité qui développe, ça peut être une entreprise, ça peut être une association. Donc les évolutions sont plus rapides, il y a potentiellement une plus grande capacité à s'adapter, et globalement, c'est les avantages du centralisé. Après, il y a des trucs sur la sécurité et tout ça, mais en fait, c'est trop... il y a trop d'avantages et d'inconvénients dans les deux cas, donc je parle pas de la sécurité, parce que c'est un peu un autre débat, et je pense qu'il peut y avoir de la bonne sécurité dans les deux cas. Donc voilà. Les inconvénients du centralisé. Un des inconvénients principaux d'avoir un truc centralisé, c'est que si le centre marche plus, si le serveur principal ne marche plus, tout pète.
Voilà. Ton avis n'est pas neutre. Je dis ça, je dis rien. Mon avis n'est jamais neutre. Mais je vais dire, à la fin, je vais donner une piste de réflexion qui est plutôt neutre. Tu verras. Un autre inconvénient du centralisé, c'est que, eh bien, il faut faire confiance dans le centralisé. Signal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont tué dans l'œuf une alternative qui avait été développée par des gens qui étaient passionnés et qui voulaient avoir un autre moyen de se connecter au serveur central de Signal. Le fondateur de Signal a vraiment dit, non, en fait. Voilà, c'est pas du tout notre philo et on veut pas. Voilà. Il faut faire confiance parce que c'est pas garanti que Signal va garder les mêmes valeurs dans le futur. Moi, je leur fais confiance aujourd'hui. Je pense que c'est la moins pire des solutions et la plus grand public. Mais effectivement, il faut faire confiance. Et c'est un des problèmes du centralisé. Les avantages du décentralisé. L'argument principal que je vois revenir beaucoup dans le monde du libre, et je pense que c'est un argument fondamental, c'est que le décentralisé, eh bien, c'est la liberté. C'est la liberté de choisir le serveur sur lequel on veut se connecter, donc de choisir en qui on fait confiance. C'est la liberté d'héberger son propre serveur, sa propre instance, si on n'a pas confiance. C'est la liberté d'utiliser l'application qu'on veut pour exploiter un service. Par exemple, pour télécharger en peer-to-peer, vous pouvez utiliser plein de logiciels différents qui exploitent le protocole. Donc voilà, vous avez du choix, vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Ça a des avantages pour la répartition des ressources, pour la souveraineté des données. On pense au peer-to-peer et c'est en peer-to-peer qu'il y a parfois des œuvres numériques qui sont conservées alors qu'elles ne sont plus disponibles à l'achat ou elles ne sont plus disponibles autrement. Et voilà, et si un nœud tombe, eh bien le service va continuer de fonctionner. Typiquement, Peertube, si un des nœuds principaux tombe, globalement, Peertube, le service Peertube continue de fonctionner. Voilà. Le serveur central peut être répliqué en plusieurs points. Oui, mais globalement, tu vois ce que je veux dire. C'est que tu as quand même une entité centrale pour les avantages pour les systèmes centralisés, en laquelle il faut faire confiance. Et si elle pète, tu es quand même un peu emmerdé. CF Signal. Les inconvénients du décentralisé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une inertie dans le monde du décentralisé. C'est que effectivement, il y a beaucoup de protocoles qui sont gravés dans le marbre et qui n'évoluent plus. Dans les faits, il faut quand même se le reconnaître, le grand public ne fait pas de l'auto-hébergement parce que c'est quand même compliqué et c'est réservé, on peut le dire, moi j'ose le mot, on peut le dire, à une élite. Et à partir du moment où vous savez héberger votre propre serveur et installer et faire de la ligne de commande, vous faites partie d'une élite qui maîtrise l'informatique et ces outils-là. Et c'est une très petite partie de la population française et des utilisateurs qui sait le faire. Donc dans les faits, en fait, très peu de gens font de l'auto-hébergement. Il y a quand même fondamentalement souvent un nœud dans les systèmes décentralisés, un serveur qui devient le serveur principal le plus important. Donc on revient des fois même à des problématiques de centralisation des données. Donc ça, c'est un peu gênant. Il y a un niveau de compétence technique qui est plus poussé pour comprendre les systèmes décentralisés. Voilà, les protocoles de Peertube, de Matrix et tout sont quand même assez velus en termes techniques. Et puis il y a un problème un peu plus inhérent aux services décentralisés, notamment Diaspora ou Peertube, qui ont un problème, c'est que par exemple, moi j'ai fait le test pour préparer cette tartine, j'arrive sur Diaspora, j'ai créé mon compte machin, et quand je suis connecté, eh bien l'URL n'est plus Diaspora machin, c'est une URL d'un serveur qui héberge le service. Mais si je suis néophyte, on m'a toujours appris qu'il fallait bien regarder l'URL dans le navigateur pour être sûr que je suis au bon endroit. Et là, mon URL, eh bien, c'était dia.delaregula.fr au lieu d'être diaspora.fr. Alors, certains vont me dire, non mais Guillaume, t'abuses, t'as fait de l'informatique, pourquoi t'es choqué par ça? Je suis choqué parce que ma mère, elle s'inscrit sur Diaspora, elle voit que c'est pas la bonne URL, elle m'appelle en urgence, elle me fait, je me suis fait hacker. Voilà, et ça il faut vraiment comprendre que ça peut beaucoup perturber des personnes. Donc après il y a une réflexion, il y a un autre débat sur la simplification peut-être à outrance de la technologie, ce genre de choses, que on n'enseigne pas ce genre de choses, la technique assez peut-être aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, j'en sais rien, mais il n'empêche que c'est beaucoup plus simple à comprendre que tu tapes google.fr, tu arrives sur Google, que pour aller sur Diaspora, eh bien, voilà, tu n'auras pas la bonne URL forcément. Voilà. Et donc, techniquement, c'est plus complexe à appréhender. Donc maintenant, moi, pour donner ma réflexion et pour ouvrir un peu le débat, c'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression que le sujet principal de toute cette polémique, je suis assez convaincu qu'en fait, c'est peut-être
pas un problème. Le fait qu'on ait du mal à faire évoluer les systèmes décentralisés versus les systèmes centralisés qui, soi-disant, pourraient évoluer plus facilement, je suis pas convaincu que le problème soit un problème technique, parce que quand on regarde la complexité technique de l'algorithme, par exemple, de Facebook et de Google, quand on veut mettre des ingénieurs pour faire des systèmes poussés, on arrive à mettre des ingénieurs pour faire des systèmes poussés. Oui, je fais un autisme, mais je suis assez convaincu de ça. Quand on veut faire de la thune avec quelque chose, vous inquiétez pas que les ingénieurs, on les paye et qu'ils sont bien payés et que voilà. Donc sur ce point-là, je pense que même c'est pas un problème de complexité technique. Je pense que si les systèmes centralisés se développent plus vite, donc WhatsApp, Signal, Facebook, etc., je pense que c'est parce qu'ils sont soutenus par des boîtes, développés par des boîtes à but lucratif, dont la principale volonté, c'est de faire de la bonne tunasse, et que quand il y a un but lucratif, il y a plus de moyens, et comme il y a plus de moyens, ça va plus vite. Voilà, c'est un peu mon avis. Peut-être c'est un avis très con, et peut-être que dans la chatroom, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je suis assez convaincu que le problème se résume plutôt à ça qu'à un problème de technicité, qu'à un problème de certains avantages, certains inconvénients à l'un ou à l'autre. Voilà, c'est un peu mon avis là-dessus. Jérôme, tu dis c'est un débat vieux comme la tech. Est-ce que la tech doit être réservée aux techniciens ? C'est un débat. Moi, je pense que non. Parce que si on réserve la tech aux techniciens, tomber dans une technocratie n'est pas forcément une si bonne chose que ça. Dans le sens où il faut aussi écouter en démocratie les avis des personnes qui ne sont pas forcément très compétentes dans le domaine technologique, mais qui vont avoir des compétences dans d'autres domaines. Les gens auront trop oublié les SMS et MMS, bientôt on n'aura plus besoin des opérateurs car tout sera en VoIP. Ouais, possible, tout à fait. Ou alors c'est juste qu'ils se soucient du plus grand nombre et pas que de l'élite. Ratata, tu parles de quoi? Des systèmes décentralisés? Je sais pas, peut-être. Je vais remonter un peu dans vos commentaires parce qu'il y a sûrement eu des avis intéressants. La réplication de serveurs performants est plus optimale que des nœuds minuscules. Peut-être, Micmacacol, peut-être. Je dois avouer que techniquement, je maîtrise... Enfin, j'ai ni mis en place l'un, ni mis en place l'autre. Donc, je dois avouer que je n'ai pas la capacité technique à te répondre là-dessus. Mais c'est possible. Décentralisé, il faut souvent que les nœuds suivent niveau mise à jour pour pas casser la compatibilité. Ça ajoute une contrainte, tout à fait. Même en open source, si des gens sont payés pour faire des choses, ils vont y consacrer plus de temps et ça va avancer plus vite. Moi, je pense que le problème, il est plus fondamental. Hein, c'est un problème de moyens, quoi. C'est un peu... Enfin, ça peut paraître nul de résumer le débat à ça, mais je pense que fondamentalement, c'est le nerf de la guerre. C'est que vous foutez de la thune dans un produit, dans un projet... même si après il y a des problématiques de management, il y a des problématiques de gestion de projet, enfin évidemment, et qu'on peut avoir toute la thune du monde, ça ne donne pas forcément des réussites parfaites. Mais je pense que c'est quand même ça le problème fondamental. Il y a aussi un problème de structure, c'est qu'effectivement quand on a une seule entité qui développe, et une équipe qui est au même endroit, basée dans le même bâtiment et tout, c'est quand même plus rapide de développer quelque chose que d'avoir des communautés open source qui sont réparties aux quatre coins du globe. Même si le globe n'a pas de coin, évidemment. Donc les aînés, à force, vont être perdus par l'évolution tech et on laissera nos grands-parents sur le côté bof quand même, je suis assez d'accord. Un nœud sur smartphone par rapport à un serveur à 1 million, il y a une différence de perf. Tout à fait. Après, c'est rare que les smartphones deviennent fassent du peer-to-peer, par exemple. Les services payants centralisés intègrent plus de design et de market pour répondre aux besoins de leurs clients utilisateurs et pas uniquement à la technicité et la robustesse des services décentralisés. C'est un peu aussi un des problèmes dans la communauté open source, c'est que souvent, la communauté manque de designers UX, UI, UX, ça manque beaucoup. Et ils en cherchent. Hein. Si vous voulez contribuer à des projets open source, souvent, ils cherchent des designers UI, UX. Hein. Comme le dit Jérôme, l'argent est l'énergie indispensable au développement de projets, quel qu'il soit. Moi, je pense que, voilà, encore une fois, quand on veut faire de la technique complexe, on trouve la thune. Surtout si c'est un but lucratif derrière. CF, les algorithmes de Google et Facebook, qui sont d'une complexité absolument monstrueuse. C'est quoi la différence entre un système décentralisé et un YouTube qui a des copies de ses serveurs à plusieurs endroits? C'est une bonne question, Vincent. Je pense que la principale différence, c'est plutôt que les systèmes décentralisés, comme je l'entends, en fait, c'est que ce sont des instances qui ne sont pas contrôlées par une entité mère, si tu veux.
Si, YouTube a évidemment des data centers avec plein de serveurs répartis pour gérer la charge, pour gérer tout ça. Mais c'est pas vraiment un système décentralisé dans le sens où tu gardes quand même une entité principale, qui est Google, qui a la main sur tout ça. Alors que les systèmes décentralisés, comme Peertube, c'est des entités différentes qui proposent des serveurs et qui proposent le service de Peertube. Donc en fait, tu n'as pas une entité qui va contrôler toutes les autres. Alors que dans le cas de Google, ils ont la main sur tous les serveurs. Donc s'ils veulent péter une vidéo, ça pète la vidéo partout. CF, ça veut dire se référer à Frishti. Si par exemple je dis CF Google, ça veut dire rappelle-toi de Google, se référer à Google. Je ne comprends pas ce débat. Même les systèmes centralisés sont redondants et load balancés, donc il y a bien plusieurs serveurs dans un lieu géographique. C'est un débat de philosophie, méga du B83. C'est un débat un peu philosophique sur les systèmes d'information, les systèmes informatiques. Est-ce qu'on centralise avec une entité qui gère tout, ou est-ce qu'on décentralise avec plusieurs entités qui gèrent un même service? C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu devrais inviter les créateurs de VLC de Notepad++. Le créateur de VLC, vous savez qu'il bosse à Shadow. Jean-Baptiste Kampf, il s'appelle. Mec adorable. J'ai un selfie avec lui d'ailleurs, parce que je suis une énorme merde de fanboy relou qu'il avait embêté. Je sais que c'est chiant, hein, je le ferai plus aujourd'hui. Mais je sais que j'avais... voilà, je pense que j'étais une des premières personnes à lui demander un selfie, hein, très honnêtement. Donc oui, non, le débat aujourd'hui est un débat un peu philosophique, les gens. Hein. C'est pas un débat, c'est pas forcément un débat comment dire, c'est pas un débat si technique que ça. C'est pas méchant un selfie. Je te garantis, Vincent, que quand t'enchaînes des selfies ou quand t'as des gens que tu connais pas qui te demandent des selfies, c'est pas... Moi, j'aime pas. Ça me met mal à l'aise. Mais voilà, j'en ai fait plein. J'ai signé des autographes dans des conventions. J'ai l'autre côté du décor. J'ai l'envers du décor. C'est pas une relation que je trouve cool. Guillaume est fan du créateur de VLC. De ouf. Il est trop marrant. Il est trop cool, Jean-Baptiste Kampf. Le problème, c'est aussi que si tu veux mettre en place des instances de services décentralisées, alors il faut assurer les frais pour les serveurs. Bien sûr. Mais au moins, déjà, tu as la possibilité de le faire. Le décentralisé, tu as une chance d'usurpation d'identité. Ouais, mais tu vois, l'avantage du décentralisé, c'est que tu peux switcher. Si tu penses que tu n'as plus confiance dans quelque chose, hop, tu passes sur une autre instance. Secure Scuttlebutt. Non, je connais pas Zeroware. Je vous propose qu'on passe au camp de fax, mais en fait, je vais prendre une ou deux questions très vite parce qu'à 10h, j'ai une personne qui vient travailler avec moi. Peut-être vous vous rappelez de Gaël, qui était mon monteur à l'époque de YouTube, qui vient bosser sur une vidéo, qui vient nous dépanner sur Nowtech. Donc Gaël qui a intégré l'équipe ponctuellement. Donc voilà, donc il arrive à 10h, donc il faut que je me bouge le cul pour l'accueillir comme il se doit. Je passe au Confax et après, on va terminer l'émission. Ouais, le créateur de VLC est vraiment très chouette, Pef. Très, 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 très bon gars. Mec droit dans ses bottes, j'aime beaucoup, qui a refusé des gros chèques pour foutre des malwares dans VLC. Il a refusé des très, 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 très gros chèques. C'est un mec bien. Vraiment un mec bien. Pour revenir sur Firefox, comment avoir un bloqueur de pub sur... merde. Comment... Ah putain, le commentaire il est parti en cacahuète. Comment avoir un bloqueur de pub sur iPad et iPhone? Tu as des solutions. On va parler en vidéo bientôt, on va être sponsor par NextDNS, qui est un produit que je suis en train de vraiment tester plus intensément là depuis 2-3 jours, qui est très cool. Et c'est gratuit, on va dire pour une utilisation un peu de monsieur, madame, tout le monde. La limite que tu as dans la version gratuite de NextDNS, Blackbird, elle est très bien. Elle est largement suffisante. Voilà. Pourquoi vous ne faites plus de live sur YouTube? Parce que YouTube est un... J'adore ton pseudo Cyberchouin, mais YouTube est la pire plateforme pour faire des lives. Ça nous pénalisait nos résultats YouTube, ça pénalisait tout. Les outils de modération sont merdiques, donc voilà. YouTube est pourri pour faire des lives. Je vais vous laisser là les gens, on va aller faire un petit raid. Rappel, jeudi 18h, enfin aujourd'hui 18h, live contributeur avec Jérôme. Donc vous aurez le lien sur Discord et par mail aussi, mais surtout sur Discord. Donc rejoignez-nous sur Discord. Demain matin, ça sera Jérôme qui vous fera le mug, voilà, comme d'habitude. On va raid et je pense... Ah oui, il y a peut-être Flonflon qui est en live. Moi, il faut vraiment que je me bouge.
Il y a Samuel Etienne, il y a Flonflon. Il y a Flonflon. Eh bien, on va lancer un raid sur Flonflon parce que Flonflon, il est juste adorable. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi le mug. À la prochaine. Et puis voilà. Et allez découvrir Flonflon, il est très chouette. Ciao tout le monde!